Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle recette en vidéo. Bonjour Nina. Bonjour chef Philippe et bonjour. Donc aujourd'hui nous allons réaliser le mini cœur praliné géant du Jat de la Saint-Valentin. En fait c'est la recette qu'on a réalisée mercredi dernier en live, donc mercredi soir. Vous avez vu, on a eu des problèmes de connexion, des problèmes de diffusion. Donc on a décidé, Nina et moi, de refaire la vidéo en entier de façon à ce que vous puissiez avoir tous les éléments et non pas une recette avec une vidéo de très mauvaise qualité. Tout à fait. Donc pour ce mini cœur praliné géant du Jat de la Saint-Valentin, nous allons faire un insert au géant du Jat. Le géant du Jat qui est un mélange de praliné et de chocolat. Voilà, c'est une pâte soit semi-liquide, soit solide, un petit peu comme du chocolat. Ensuite, nous allons faire un praliné à l'ancienne. Donc on va faire la recette de A à Z, de comment réaliser le praliné, comment le mixer et tout et tout. Une génoise au cacao qui nous servira de base pour notre entremets. Également un croustillant praliné. Alors il y a deux possibilités. Soit le praliné à l'ancienne, on le fait à l'avance et on s'en sert pour faire le croustillant praliné. Soit le praliné à l'ancienne, on le fait au dernier moment. Donc dans ce cas-là, il nous faudra du praliné déjà tout prêt pour faire notre croustillant. Très bien. Ça, c'est juste une question d'organisation, d'anticipation à la maison. Également, une mousse au chocolat blanc Tadoka. Alors la fève Tadoka, c'est la fève, c'est de la vanille en fait. Les grains de vanille qui sont récupérés puis mis dans du beurre de cacao. Et ce mélange est moulé pour faire des fèves. Et en fait, on s'en sert pour aromatiser les crèmes, les préparations en pâtisserie. Vous pouvez couper la fève en 2, en 4, et elles fond donc à la chaleur, vu que c'est du beurre de cacao, et elles diffusent en fait tout l'arôme de la vanille. Et une finition au perlé velours, et bien sûr une petite finition avec le praliné à l'ancienne qu'on va réaliser, parce que notre moule a une petite cavité sur le dessus que je vais vous montrer ici tout de suite. Déjà, l'emballage, c'est le moule Urtix de chez Silicomart. Et vous pouvez voir ici, sur le cœur qui n'est pas garni, nous avons une cavité, donc creusée, que nous allons garnir, comme ici, avec du praliné à l'ancienne. Voilà. Le moule, je vous le montre également, il est ici en silicone. On peut faire 6 petits cœurs avec la recette de ce soir. Et le découpoir, un découpoir double avec un grand cœur et un petit cœur qui nous permettra donc de faire l'insert et de faire également le fond en génoise. Parfait. Alors on va commencer tout de suite par l'insert géant du Jat. Pour cela il nous faut du géant du Jat. Donc ici c'est le géant du Jat de la maison Weiss que j'utilise, que vous pouvez retrouver sur notre boutique. C'est des plaques de 1 kg, donc c'est un géant du Jat solide. Et également de la crème liquide entière, donc 35% de matière grasse. Alors je précise que le géant du Jat est solide, donc je ne vais pas utiliser de gélatine. À savoir que dans la recette illustrée que vous pouvez retrouver d'ores et déjà sur le site, je mets une dose de gélatine, une masse de gélatine dans la recette. Ça c'est dans l'hypothèse où vous utilisez un géant du Jat pâteux ou semi-liquide. Donc si vous avez un géant du Jat solide comme ceci, pas de gélatine. Si vous avez un géant du Jat qui est plus souple, vous mettez la gélatine. Pour incorporer la gélatine, vous allez prélever une petite partie de cette crème, la valeur de 2-3 cuillères à soupe. Vous allez la faire chauffer dans un petit pot au four micro-ondes. Et dès que c'est chaud, vous allez rajouter votre gélatine, qu'elle soit en poudre ou en feuille, peu importe. L'important, c'est de respecter la quantité et le bloom. Dans cette partie qui sera donc chaude, vous la diluez bien, vous la rajoutez dans la partie qui est ici bien froide, qui sort tout juste du frigo, et voilà la façon de l'incorporer. Je vous l'explique parce que ce soir on ne va pas vous le montrer puisqu'on utilise un géant du Jat solide. Donc on va commencer par faire foisonner notre crème. Donc crème entière, 35% de matière grasse, or c'est 30-35, ça reste une crème entière. En dessous de ce pourcentage-là, ne prenez pas la crème que vous allez trouver. C'est des crèmes allégées et qui ne vont pas foisonner. Il est important d'avoir ce taux de matière grasse à l'intérieur. Donc foisonner, on va en fait la monter en crème fouettée, tout simplement. Et comme on a une quantité très très petite, on va dégrafer le fouet, comme on le fait habituellement, pour pouvoir bien ramasser avec les branches du fouet la crème. Pendant ce temps, je vais donc faire fondre mon géant du Jat au four micro-ondes par étape de 20 à 30 secondes. Donc là, au niveau de la vitesse du robot, on est sur une vitesse 2. Parce que c'est vrai que les gens ont tendance oui, à je vais lentement, oui. Parce que déjà, je fais un travail en parallèle.
Donc je veux avoir en fait ma crème qui est montée au moment où j'ai mon chocolat mon Jean du Jus qui est fondu. D'accord. Donc je pourrais, oui, la monter rapidement, la laisser en attente, mais bon. Puis c'est pour le bruit également parce qu'on parle en même temps, donc si je mets le moteur au maximum, ça va couvrir un peu nos voix. Et donc le Géant du Jus va fondre au micro-ondes comme un chocolat Oui, classique. oui, plus facilement qu'un chocolat même. Voilà, donc toujours par étape, vous voyez, au bout de 20 secondes de fonte, c'est déjà une bonne partie qui est fondue dans le fond du récipient. Donc je donne un petit coup de maryse et je le remets. Ça ressemble comme ça à l'aspect du chocolat au lait. Voilà, et ma crème, elle monte tranquillement. Alors là, nous faisons l'insert au Géant du Jus qui va être donc moulé dans ce cercle à tarte de hauteur 2 cm et de diamètre 16. Alors c'est pas la peine d'aller sur un diamètre supérieur. Avec 16, on aura largement assez de préparation pour sortir 6 petits cœurs. 6 petits cœurs que l'on va détailler donc avec 7 emporte-pièces. Donc je vous disais au début de la vidéo qu'on a deux parties, un grand découpoir en forme de cœur et un petit en forme de cœur. Nous allons utiliser dans tous les cas ici pour la recette le petit découpoir. Le grand découpoir par exemple est utilisé, on le voit ici sur la boîte, pour faire un sablé. On pourrait positionner comme ici sur la photo en bas du cœur pour poser en fait l'entremet sur une base solide. Et si, en l'occurrence, on voudrait le poser sur une base solide, est-ce qu'on viendrait un peu le chavonner ou mettre un peu de nitrio du coup? Alors pour ce qui est de la recette de ce soir, si vous voulez vraiment faire évoluer la recette et mettre ce sablé sous le cœur, vous pouvez le faire. Ce ne sera pas la peine de le chavonner. Non. Parce qu'il n'y a pas d'humidité qui va venir contrarier le côté croustillant du sablé. Mais dans d'autres circonstances, c'est une bonne remarque, oui. Si vous avez un sablé imperméabilisé, vous le saupoudrez de cacao nitrio à la sortie du four, juste après la cuisson, quand il est encore chaud. Comme ça, le beurre, il se met en surface, il fond, et en fait, il imperméabilise la surface du biscuit. Donc, on va monter notre crème pas trop ferme. On va chercher à avoir une crème relativement souple. Vous voyez, mon Jean du Jus est entièrement fondu. Et donc là, la mousse qu'on va obtenir va figer d'elle-même à cause de la matière grasse et du beurre de cacao qu'il peut y avoir dans les deux C'est ça, oui. ingrédients. Oui. C'est pour ça que pas de gélatine. D'accord. Il y a du beurre de cacao dans le Jean du Jus, donc ça va figer au froid. Très bien. Déjà, on va le mettre à congeler pour avoir quelque chose de ferme et pour pouvoir le découper à l'emporte-pièce. Alors pendant que ça finit de monter, je vais prendre mon cercle, je vais prendre du papier film et je vais venir obturer en fait un côté de mon cercle. Et je viens donc bien tendre mon papier film sur le cercle. Donc le papier film adhère sur la bordure du cercle. Alors ça marche plus ou moins bien en fonction de la qualité du papier film que vous avez en votre possession. Si vous utilisez le papier film acheté sur notre boutique, ça va très bien adhérer. Ça a un pouvoir un petit peu collant, bien qu'il n'y ait pas du tout d'adhésif, hein, mais ça adhère bien sur les bords ou sur les récipients. Quand on tend le papier film, il adhère parfaitement bien. Donc voilà. Donc on a le côté obturé ici, que je mets en dessous et que je viens poser sur une plaque. Donc je vais récupérer ma crème. Donc crème fouettée relativement souple. Regardez, si je penche mon bol, vous voyez, elle coule encore. Ça veut dire qu'elle est vraiment très souple. Elle est juste montée à moitié. C'est pas la texture d'une chantilly. Je ne pourrais pas la pocher. Toi, si je voulais faire des rosaces avec une poche à douille, je ne pourrais pas. Elle est trop souple. Je rajoute ma crème dans le Géant du Jus. Alors là, je ne traîne pas trop parce que je mets un produit très froid
vu que ma crème sort du frigo, dans un produit qui fige au froid. Donc, je veux que le mélange se fasse correctement. Donc on peut tout verser en une fois, il n'y a pas Oui, besoin oui, de... oui. Là, on n'est pas sur une mousse, hein. On est sur un mélange au Jean-Dujas qui va servir d'insert, qui va être plus fondant en bouche. Mais on n'a pas de texture de mousse. Il va figer très légèrement. Par figer, je veux entendre qu'il va s'épaissir assez rapidement. Donc dès que le mélange est fait et que la texture est homogène, on va le mouler directement dans le cercle. C'est pour ça que vous préparez votre cercle un petit peu à l'avance ou pendant que votre crème fouettée est en train d'être montée. Voilà, donc la préparation en Jean-Dujas qui est parfaite. Pour un travail propre, vous pouvez utiliser une poche à douille. Ou poche pâtissière, le produit reste le même. J'aime bien utiliser la poche parce qu'on en met partout sinon. On a tendance à verser un petit peu comme ça tombe et puis on a au bout du compte on a un travail qui n'est pas très soigné. Voilà, je reprends donc hop, mon cercle, je prends ma préparation au Jean-Dujas. Je vais faire donc une découpe au ciseau pour faire un orifice d'environ 1,5 cm, voire 2 cm. Et je viens remplir mon cercle. Pas besoin de douille pour le coup. Non, non, du tout. La douille, c'est vraiment pour faire des finitions, pour faire des décors, des rosaces ou un pochage parfait. Mais là, tu vas voir, je vais me servir d'une petite spatule que je vais venir lisser le dessus. Voilà. Et là, je viens vraiment lisser la surface pour avoir une épaisseur régulière. Alors le cercle n'est pas rempli entièrement, hein. On est environ sur 1 cm d'épaisseur. Sinon après, ça serait trop épais pour pouvoir pour rentrer dans le petit cœur, dans le moule silicone. Et ensuite mettre encore la mousse au chocolat blanc, puis la semelle en génoise cacao. Donc on est sur une épaisseur qui est inférieure à la hauteur du cercle. Vous pourriez très bien faire la même chose dans un cercle à mousse si vous aviez un cercle à mousse à disposition à la maison et non pas le cercle à tarte, toi. Le cercle à tarte, c'est vraiment pour avoir le gabarit de 16 cm. La hauteur, c'est pas important. Voilà. Je vais garder ma spatule. Vous allez voir, je vais vous montrer une petite technique pour égaliser le tout. Je viens positionner un papier film à la surface que je mets bien au contact du Jean-Dujas. Et ensuite, je viens tapoter comme ceci pour bien appliquer le papier film au contact déjà du Jean-Dujas et pour permettre d'avoir une surface bien plane. Voilà. Une fois que le film est bien appliqué, on peut faire glisser la spatule. Et là, on arrive à lisser beaucoup mieux que si on était au contact direct de la préparation parce que ça colle sur la spatule et tout et tout. Donc, Nina, je vais te confier ça. Tu vas le mettre au congélateur. Très bien. Et tu peux revenir avec l'insert qui est prêt, qui est déjà congelé, que je vais faire en amont. Alors, on va préparer tout de suite les petits inserts qu'on va découper donc avec le découpeur cœur. Cet insert qui nous servira au plus tard, on va les découper puis on va les remettre dans le congélateur et comme ça ils seront prêts lorsqu'on en aura besoin. C'est froid? Oui, un petit peu. Merci.
Alors là, vous l'avez laissé combien de temps au congélateur? Alors, on peut le faire facilement 8 jours, 15 jours à l'avance. Bon, là, si c'est pour la Saint-Valentin, c'est dans moins de 15 jours. Mais si vous voulez faire cet entremets pour une autre occasion, vous pouvez très bien le faire un mois à l'avance. Vous le laissez dans le congélateur, il n'y a pas de souci. Et pour que ce soit figé à cœur, du coup, la veille pour le lendemain, ça suffit? Oui, 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 oui. Donc, on va retirer le premier papier film, puis le second, qui est dessous, donc. Voilà, je vais prendre un papier sulfurisé pour déposer quand même mon produit dessus et non pas directement sur l'aluminium. Alors, vous allez pouvoir tâter la texture. Vous allez voir si c'est vraiment si c'est souple, si c'est tendre, on va dire, si on peut enfoncer notre découpoir, ou si c'est vraiment trop gelé, parce que votre congélateur est vraiment très froid. Donc si c'est le cas, vous attendez quelques minutes. C'est pour ça que je prends un peu mon temps. Le mien il est un peu dur là, mais ça va, on va y arriver. Je procède au démoulage en passant une lame de couteau donc tout autour du cercle. Il ne faut pas que ce soit trop mou non plus. Si c'est trop mou, ben, ça va coller partout. Donc j'obtiens une galette comme ceci. Et là, je vais venir détailler donc 6 petits cœurs. Je répète, on prend le côté le plus petit. Et bien sûr, on optimise la perte. Il y aura un petit peu de perte. Mais je ne vais pas faire mon cœur détaillé comme ceci. Sinon, je ne pourrais pas sortir les autres. Donc la partie la plus large sur l'arrondi. Et je viens couper avec la main. Et je démoule. Et je positionne mon découpoir au ras du premier cœur découpé. Si vous ne faites pas attention à ça, vous n'aurez pas assez de gianduja pour sortir les 6 cœurs. D'où le fait de vraiment avoir un insert qui soit vraiment froid, sinon c'est ça le fait. Oui, oui, mais s'il est trop dur, trop froid, vous n'allez pas arriver à couper. Et si vous forcez trop, vous allez abîmer le découpoir qui est en plastique. Donc il faut trouver la bonne température. Il vaut mieux le sortir trop dur et le laisser 5 minutes qu'il se ramollisse un petit peu. Et s'il est trop mou, après, ben, ça colle partout. Donc voilà. C'est juste, c'est pas compliqué. Hein. Vous allez vite y arriver à la maison. Voilà, je démoule, j'ai pas de chocolat qui reste collé. Si c'était trop mou, j'en aurais partout qui serait collé autour. Et voilà, j'ai sorti mes 6 cœurs. Donc vous voyez, j'ai pas de possibilité d'en faire un 7e si j'avais mal calculé ma découpe. Donc soyez prudents et serrez bien les cœurs les uns contre les autres pour avoir la quantité suffisante. Je répète, le cercle à la base faisait 16 cm. Je te redonne ça, Nina, tu me le remets dans le congélateur, s'il te plaît. On n'a pas besoin de le filmer? Non, parce qu'on va s'en resservir très vite. D'accord. On filme si vraiment on le laisse pendant plusieurs heures. Maintenant, nous allons faire la génoise au cacao. Donc, on va allumer le four. Four chaleur tournante qu'on va préchauffer à 180 degrés. Tu vas me ramener, s'il te plaît, Nina, une casserole. Et nous allons faire un bain-marie. Bon, le bain-marie, tout le monde sait ce que c'est, mais c'est pas plus mal de le rappeler. Le bain-marie, c'est une casserole donc remplie d'eau chaude qui nous permet en fait de chauffer une préparation qui est dans un récipient rond qu'on positionne dessus et par la vapeur en fait ça va chauffer l'élément qui est dans le bol. Tu vas aller me chercher une cuve de batteur, s'il te plaît. Donc je vais commencer par faire chauffer de l'eau. Ça ne sert à rien de mettre le niveau d'eau de la casserole remplie jusqu'en haut. On en a besoin pendant 5 minutes du bain-marie, donc toute cette eau ne sera pas évaporée. Hop, je mets à chauffer rapidement. Le batteur, on en aura besoin, on va le laisser de côté. Voilà, je me décale un petit peu ici pour avoir de la place à côté. Merci. Vous prenez, faites attention que le bol que vous avez pris convienne à la casserole que vous avez choisie. Donc pas de casserole trop grande.
ni trop petite. Il faut vraiment que le fond touche à peine l'eau, ou même sans toucher l'eau, que la vapeur puisse bien chauffer le fond du bol. Donc dans ma cuve, je vais y casser des œufs. Donc on est sur une génoise, c'est un biscuit du CAP. C'est un biscuit. D'ailleurs, voilà, génoise au CAP pâtisserie. C'est un biscuit simple. Ici, on va l'aromatiser avec un peu de cacao pour qu'il ait la couleur brune. Je ne sais pas qu'il aura le goût du cacao, pas plus que ça. C'est plus pour la coloration. Il est composé simplement, donc, si on fait la génoise nature, d'œufs entiers, de sucre et de farine. Vous allez trouver sur Internet des recettes de génoise avec de la levure. C'est pas de la génoise. Ça y ressemble, mais c'est pas une génoise. Dans la pâtisserie ou la cuisine française, la génoise, c'est 3 ingrédients, voire 4. On peut y rajouter un petit peu de beurre fondu à la fin. Mais une génoise avec de la levure, non, ça n'existe pas. Une génoise va lever, non pas parce qu'elle a de la levure, elle va lever parce qu'elle aura été bien battue et on aura incorporé beaucoup d'air dedans. C'est ce qu'on va faire dans les minutes qui vont suivre. Il y a aussi beaucoup de recettes de génoise où on sépare les blancs des jaunes et on les monte. Et après on met des blancs en neige. Oui. Alors là on n'est plus sur du biscuit de Savoie, c'est de la génoise déguisée, mais c'est tout sur de la génoise. Ça c'est sûr et certain. Donc mon eau est frémissante, je rajoute mon sucre dans mes œufs et je mélange. À savoir qu'on ne laisse pas en contact direct du sucre et des œufs non battus, ou du sucre et des jaunes d'œufs non battus. Surtout les jaunes d'œufs, c'est pire. Le sucre, il va pomper en fait l'humidité de l'œuf. Alors dans l'œuf, il y a le blanc, c'est moins flagrant, mais dans le jaune d'œuf, il n'y a pas de blanc, il n'y a que le jaune qui est déjà un petit peu épais à la base naturellement. Donc si en plus le sucre, il absorbe toute l'humidité, eh l'œuf en fait il cuit. Alors cuire entre guillemets, hein, c'est pas une cuisson, mais il cuit par le sucre, par le fait que l'humidité soit absorbée. Un petit peu comme on peut cuire un aliment avec du sel, évidemment. Oui, comme un gravlax ou comme voilà. ça. Donc, mais une fois que le mélange est fait, vous pouvez les laisser ensemble de côté. Il n'y a plus d'urgence. Voilà, là je vais mélanger donc sans arrêt. J'ai l'eau qui est frémissante dessous toujours, jusqu'à atteindre environ une température de 50 degrés. Alors le thermomètre idéal ici, ça va être le thermomètre laser. Parce que je peux venir vérifier directement ma température sans devoir tremper une sonde. Thermomètre qui est également très pratique pour le travail du chocolat, qu'on a déjà utilisé de nombreuses fois. Alors, si vous avez un thermomètre sonde à la maison, vous faites au thermomètre sonde. Si vous n'avez pas de thermomètre, la petite solution, c'est de toucher avec le dessus de votre doigt, ici, là. Je vous montre avec cette partie-là. Vous touchez le mélange œuf-sucre juste à fleur. Et si la chaleur est supportable, mais c'est limite, on arrête la cuisson. Pour que ce soit juste supportable, un peu plus, et c'est trop chaud, tu vois. On se brûle, mais c'est pas supportable. Donc je mélange. Alors, tu vois, je suis monté à 60, ça va, il n'y a pas de souci. Il ne faut pas monter au-delà de 86 degrés, c'est là que l'œuf commence à coaguler. Donc, le mélange est à 60 degrés. Et je vais terminer de le battre donc, au batteur électrique cette fois. Jusqu'à complet refroidissement. Donc, vous pouvez le faire à la main, si vous n'avez pas de batteur. C'est possible également, mais c'est plus fatigant. Donc, un petit batteur, vu que là, on va battre jusqu'à complet refroidissement. Et en le battant, ça va prendre du volume et ça va blanchir. Donc avec le batteur pâtissier, mais aussi c'est vrai qu'on avait la question de personnes qui avaient des fouets, des petits batteurs à main. Oui, on peut le faire avec le petit batteur à main. Alors là, j'ai dégrafé le fouet comme je le fais habituellement, vu que la masse est assez réduite, pour bien ramasser, pour bien fouetter toute la préparation. Tu vas aller me chercher, s'il te plaît, une petite passoire. Oui. Voilà, on va laisser donc battre à vitesse maximum. Ça va aller assez vite, il y a peu de quantité. Et pendant ce temps, je vais tamiser ma farine et mon cacao. Merci.
Le four il chauffe, ça va être bien. Bon, on fait la farine. Pensez à tamiser pour éviter les grumeaux. Le cacao, si c'est un biscuit, une génoise au cacao. Donc on voit déjà le mélange qui commence un peu à s'épaissir. Alors ça s'épaissit, ça blanchit, ça prend du volume. C'est ce mélange-là qui va faire que votre génoise va lever à la cuisson. D'accord. Et pour avoir une méthode simple pour obtenir les proportions pour une génoise, pour un œuf, on met 30 g de sucre, 30 g de farine. D'accord. Donc si tu fais une génoise avec 10 œufs, que tu fais la multiplication, ça va être 300 g de sucre, 300 g de farine. Ça c'est une méthode très simple, c'est une base et vous êtes sûr d'avoir une génoise parfaite. D'accord. Et la technique est toujours la même. Le bain-marie, on pourrait vous allez me dire, on pourrait se passer de faire la précuisson au bain-marie. Non, c'est important de faire cette précuisson au bain-marie. Puis après de monter, ça permet d'avoir un mélange qui monte mieux, qui fait une meilleure tenue. Et ensuite on incorpore toujours les poudres tamisées, là où les poudres, selon que ce soit nature ou au cacao, dans le mélange. Là on est en train de monter au ruban, le terme technique. Je vous montrerai après pourquoi on dit au ruban. Et on incorpore délicatement et on cuit donc sur une plaque ou dans un moule à manquer. Toujours beurré, fariné pour un démoulage parfait. Donc beurré, c'est soit du beurre pommade qu'on applique avec le bout des doigts ou un pinceau sur toute la surface du moule, tout le fond, que ce soit le fond plat ou les bords. Vous mettez au frigo 10 minutes et ensuite vous mettez de la farine dedans. Vous tapotez pour répartir de la farine sur toute la surface. Vous chemisez en fait tout l'intérieur du moule de farine et vous prenez le moule. Je vais faire avec ça. Imaginons que ce soit mon moule à manquer. Il est chemisé et hop, je le tape pour vraiment enlever l'excédent de farine. Et je me retrouve donc avec une couche très fine et largement suffisante pour permettre un démoulage parfait. Donc on peut partir de cette base-là et l'utiliser pour toutes les formes finalement d'entraîner. Tu veux faire un trésier, un moka, un gâteau qui contient une génoise, mais une génoise cuite en moule à manquer. Tu le chemises avec du beurre farine comme chez lui. Tu enlèves l'excédent de farine, tu mets cette pâte et tu auras ton biscuit. À 180 degrés, pour vérifier la cuisson, couteau, vous plantez au bout de 20 minutes à peu près. Vous allez le voir à l'œil, c'est bien coloré. Vous plantez le couteau, si la lame ressort sèche, il n'y a pas de préparation crue sur la lame, c'est bon. Alors tu vois, là... On dirait presque une meringue finalement, c'est vrai que ça blanchit et c'est très dense. Une orange en or. Oui. Presque, je dis presque. Non, je veux dire, au niveau de la texture, quand même, c'est... Tu vois, là, on est arrivé à une température, c'est froid, bon, à peine tiède. Tu vois, on est sur du 28 degrés, donc c'est parfait. On est quand même descendu de 60 à 28. Et on a donc notre base génoise qui est extrêmement souple, extrêmement onctueuse. Et on appelle ça monter au ruban parce que quand je soulève, la préparation, elle coule en formant un ruban. Voilà, ça ne coule pas comme de l'eau, tu vois, c'est pas rapide. C'est onctueux et ça coule, ça fait un ruban continu. Voilà. Donc, le four vient de sonner, donc c'est qu'il est chaud. 180 degrés. C'est parfait, ouais. Alors je vais y rajouter mes poudres. Je mets tout d'un coup. Alors on rappelle que vous avez les proportions et la liste des ingrédients sur la recette illustrée sur le site, avec toutes les étapes pas à pas. Oui. Et l'intitulé de la recette, c'est mini carte pralinée géant du Jat de la Saint-Valentin. Donc là, je mélange délicatement en allant bien chercher au fond. Vous voyez, avec ma main gauche, je fais tourner le récipient dans ce sens-là, et avec la main droite, je fais un mouvement de rotation dans l'autre sens. En fait, les deux sens se croisent, et je suis sûr d'aller chercher vraiment toute la préparation, en à condition d'aller bien au fond avec la maryse. Oui, parce qu'on peut avoir de la farine, souvent on peut retrouver de la farine au fond de la cuve. Oui. Je croyais que c'était, enfin je croyais, je savais que non, mais j'aurais pu croire que c'était bien, et là je me retrouve avec un caillot de farine qui était au centre, donc je continue à mélanger.
jusqu'à ce que j'ai vraiment une masse de couleur homogène, de texture homogène. Et si j'avais pas tamisé la farine, je pourrais avoir des grumeaux qui, eux, auraient du mal à se dissoudre, tu vois. Donc, une fois que ta génoise est cuite, c'est une génoise cuite en moule à manquer, tu la coupes en deux, tu as des gros grains de farine, c'est pas terrible. Voilà, si vous avez une recette de génoise avec du beurre, c'est à ce moment-là que vous le rajoutez. Un beurre fondu refroidi, bon, encore liquide bien sûr, mais pas chaud surtout. Vous le rajoutez là maintenant et vous le mélangez. Alors le beurre va va changer un petit peu la texture de la génoise. Quand on va la couper, c'est surtout si on fait une génoise en moule à manquer, on va avoir une génoise qui va moins s'effriter, moins faire de petits, des petites boules de mie. Enfin, c'est pas des peluches, mais c'est voilà, des boules. Des bouloches. Des bouloches. Voilà. Puis ça amène un petit peu de douceur aussi au goût parce que quand on met du beurre dans un dessert, une viennoiserie, qu'on compare les croissants à la margarine et les croissants au beurre, c'est meilleur. Allez, on va cuire donc cette génoise sur le papier, un papier sulfurisé. Donc il n'y a pas besoin de venir le graisser. Non. On peut le faire également sur une toile silicone. Là, toile silicone pleine, sur un genre, la toile meilleure du chef, avec la bordure bleue, toile silpate, mais pas une toile silpain qui, elle, est ajourée. Donc si vous faites cuire votre biscuit sur la toile ajourée, donc qui a un micro-maillage en fait, vous allez avoir le biscuit qui va rentrer dans les trous et ça sera indémoulable. Donc, ne faites pas cette erreur. La toile ajourée, c'est ça. Voilà, c'est ce qu'on appelle du coup. Vous voyez, je passe ma main, on voit à travers. Ça sert plus pour cuire du pain ou des pâtes sucrées, pâtes sablées. D'ailleurs, pour ceux qui trouvent l'article intéressant, sur le site, on en a actuellement en promotion, donc n'hésitez pas à vous faire plaisir aussi. Voilà, ça sert beaucoup aussi. Puis pour certains biscuits, ça vient apporter comme une impression sur le dessus, c'est très esthétique. Si vous faites un petit biscuit comme on en parlait au début là, pour faire un socle sous l'entremet, vous pouvez tout à fait cuire votre pâte sucrée ou pâte sablée sur le silpain et vous aurez ce côté un peu comme un canage un petit peu. C'est ça, comme une espèce d'imprimé. Ça fait un petit dessin. Ouais. Donc là, je l'étale sur une épaisseur régulière. Je n'ai pas la quantité pour faire la plaque entière, donc c'est normal que je fasse qu'un rectangle. On est sur quelle épaisseur à peu près là? Sur un peu moins d'1 centimètre, 1 centimètre maximum. Et c'est une pâte qui va lever ou pas? Elle va gonfler un petit peu, oui. Mais après la sortie du four, ça va être gonflé légèrement et ça va se retomber un petit peu, ça va se remettre à niveau, quoi. Donc ça va pas être très, très gênant. Il ne faudrait pas que ce soit une pâte qui gonfle et qui reste gonflée parce que j'ai une hauteur à respecter, j'ai mon moule avec une certaine hauteur et il faut que j'arrive à caser tout à l'intérieur sans que ça dépasse trop. Très bien. Voire dans l'idéal, pas du tout. Donc on enfourne, on va mettre 10 minutes. Donc à mi-hauteur, là je ne suis pas tout à fait à mi-hauteur, je suis plutôt à mi-hauteur basse, mais pas complètement en bas, pas posé dans le fond du four. Surtout si vous avez un four avec une chaleur sur les voûtes. Vous allez cramer le dessous du biscuit si c'est posé et si la chaleur vient du fond. À chaleur tournante, vous mettez à 1/3 de hauteur ou à moitié. Vous avez une petite astuce pour savoir quand est-ce que c'est cuit Ben, on va le voir tout à l'heure, mais ça c'est au toucher. Au toucher, au toucher sans se brûler. Non, il n'y a pas de... On peut toucher sans Vous voyez, aujourd'hui, on vous aider de vos sens tous. Donc, entre écoute, on a des yeux, on a des oreilles, on a une bouche pour le goût, et on se sert de tout ça. Eh oui. Voilà, donc on a fait l'insert Gianduja, on a fait la génoise, on va démarrer le praliné. Donc praliné à l'ancienne, qui va nécessiter donc la réalisation d'un caramel. On va enlever le batteur pour l'instant, on n'en a pas besoin. Donc un caramel qu'on va faire avec du sucre et de l'eau. Mais avant d'arriver au caramel, on va faire plutôt un sirop. Donc dans une casserole ici, j'ai du sucre
en poudre, du sucre classique, que je mets donc sur le feu avec une petite quantité d'eau. Vous avez toujours les quantités bien indiquées dans la recette illustrée sur le site. Si vous posez l'eau, il n'y a pas de souci. Si vous mettez trop d'eau, parce que vous dites il n'y a pas assez d'eau, regarde, il y a encore du sucre qui est sec là, c'est pas grave. C'est juste que la cuisson de votre sucre va être un peu plus longue. Mais c'est pas gênant du tout, parce que là l'eau va s'évaporer. Donc si j'ai beaucoup d'eau, l'évaporation sera plus longue. Si j'ai peu d'eau, l'évaporation sera plus courte. Et il nous faut bien sûr des fruits secs, donc noisettes et amandes. Non émondées, c'est-à-dire qui ont la peau brune. On pourrait les faire torréfier à l'avance au four micro-ondes, au four normal, à 150 degrés pendant 10-15 minutes. Ça va développer un petit peu l'arôme. Et alors du coup, on peut les torréfier aussi au micro-ondes comme vous avez fait précédemment dans d'autres recettes, on n'aurait pas le même rendu qu'au four? Alors oui, on peut les torréfier au micro-ondes, mais c'est quand même mieux pour cette étape-là de le faire dans un four traditionnel. Tout à l'heure j'ai dit micro-ondes parce qu'on peut, par exemple, si on avait des amandes effilées, plutôt que de les mettre dans un four sous le grill, les faire colorer pour faire un décor sur un gâteau ou sur une glace, et qu'on veut juste les faire colorer mais uniformément, mais si on les oublie, à un moment critique, si on les laisse 30 secondes de trop, ça brûle. Au micro-ondes, vous les mettez dans un saladier, micro-ondes de puissance maximum pendant 2-3 minutes, vous mélangez, vous remettez, vous mélangez, et progressivement, nos amandes elles vont se mettre à brunir, mais tout en douceur. Donc ça sera facile de stopper la cuisson au bon moment, et vous aurez des amandes qui seront super belles. Ça oui. C'est pour les amandes effilées. Donc je fais un sirop, je monte la température jusqu'à 121 degrés. Donc pour ceux qui n'ont pas l'habitude, le petit thermomètre à sonde que je viens piquer dedans. Moi j'ai l'habitude, donc je vais le faire à l'œil. Pour me rendre compte, j'ai une ébullition qui est ce qu'elle est, tu la vois là. Oui. Tu vois, les bulles, elles éclatent à une vitesse plus ou moins rapide. Donc au début c'est rapide parce qu'il y a beaucoup d'eau. Donc j'aurais mis beaucoup plus d'eau, ça va bouillir plus comme de l'eau s'il n'y avait pas de sucre. Et progressivement, on voit que l'ébullition se ralentit. Ça veut dire que l'eau s'évapore et que la concentration en sucre se fait quoi en fait. Donc lorsque je suis à 121 degrés, j'ai une ébullition qui commence à être lente. Là, elle commence à être de plus en plus lente, si tu regardes. Si j'attendais plus longtemps, on arriverait à la température du caramel. Donc, je ne veux pas arriver au caramel, je veux rester à l'état de sirop. Et là, je peux y rajouter donc mes fruits secs. Mes fruits secs que je vais bien mélanger avec une spatule pour bien les enrober de sirop. Et le fait d'avoir ajouté ces ingrédients dans le sirop, tu vas voir que mon sirop, il va continuer à... Enfin, il va bien enrober mes fruits secs, mais il va blanchir. En fait, il va masser. C'est ce qu'on appelle masser. Il va passer de l'état liquide à l'état solide. Là, tu le vois bien à la caméra. On va se remettre au centre. Alors, ça peut faire un peu peur, mais ça ne veut pas dire que c'est loupé. Hein. Ah non, c'est normal, c'est normal. C'est tout à fait normal. C'est le principe de la praline qu'on peut manger comme ça, qu'on trouve en fête foraine, qu'on appelle ici la praline à jojo, ou alors le chouchou, voilà. Donc, je vais vous montrer assez rapidement à la caméra ce que ça donne. Donc, si vous avez ça à la maison, c'est normal, pas de panique. Et on continue à mélanger et à cuire en fait On voit déjà un début de coloration au fond de la casserole du coup. Et un début de fonte. Oui. Et ce sucre qui est amassé va repasser à l'état liquide en fait, au fur et à mesure que la cuisson se fait. Et là, il va se transformer en caramel. Donc, il va refondre entièrement. Tout le blanc va disparaître. Et au final, on va obtenir donc des amandes et des noisettes totalement caramélisées. Alors, il y a une question qui revient souvent quand on fait son praliné. Si par exemple on torréfie ces fruits secs auparavant au four, est-ce qu'on peut les incorporer directement dans un caramel qu'on aurait déjà fait? Alors, vous pouvez trouver des recettes de praliné avec un caramel fait totalement à part, dans lequel on rajoute les fruits secs. C'est possible. Moi, je préfère cette méthode-là. Il y a une cuisson qui est plus progressive et voilà. Ça, il y a différentes écoles. Il y a
Vous pouvez tester les deux recettes, les deux façons de faire. Et après, vous vous appropriez la recette qui vous paraît le plus adapté à votre cas. Alors, on appelle ça du coup un praliné artisanal. Alors, je l'appelle à l'ancienne parce qu'il va garder des grains. À la maison, c'est très difficile de faire un praliné qui soit lisse, comme on le trouve dans le commerce. On vend beaucoup de pralinés sur notre boutique qui sont généralement lisses. Mais ça, c'est fait avec des machines industrielles qui permettent un mixage de la préparation, qui sont avec des lames très très bien affûtées déjà, et puis dont on obtient une finesse inégalable. À la maison, ça va être beaucoup plus difficile. Parce que déjà, on n'a que des robots ménagers à la maison. Si on mixe trop longtemps, le robot échauffe et vous risquez de le tuer. Donc, il n'y a plus qu'à aller au magasin en acheter un autre. Donc, on va le garder avec du grain, de la mâche, en fait. Du grain fin, hein. Il n'y a pas de morceaux. Hein. Et on aura donc un praliné appelé praliné à l'ancienne. Donc, si vous faites ce praliné suffisamment tôt, c'est-à-dire peut être en premier, même avant même l'insert Jean du Jard, parce qu'il va être chaud une fois qu'il sera mixé. Il va chauffer par le fait qu'on le mixe. Donc ça, il faut en tenir compte. Il ne sera pas utilisable de suite. Vous pouvez le faire la veille et vous le laissez refroidir, vous le mixez. Vous avez votre pâte de praliné. Vous la laissez refroidir à température ambiante, pas de frigo, dans un bol avec un papier film une fois qu'il est refroidi, pour le protéger de la poussière, hein, ni plus ni moins. Et vous aurez votre praliné qui sera à bonne température, pour faire votre croustillant praliné. Si vraiment vous faites ce praliné à la fin de la recette, ben là, pour faire le croustillant praliné, vous n'avez pas d'autre choix que de faire avec un praliné acheté tout fait. Et là, par contre, dans aucune étape, on utilise les doigts parce que c'est très chaud. Ah oui, ouais. C'est chaud. Là, on est dans du caramel. Même quand on étale sur la feuille, ah, après, oui. On ne met pas les doigts. Voilà, et on ne va pas trop loin dans la coloration, sinon on va développer une amertume en fait. Ça, c'est comme pour le caramel tout court. Hein. Si on met trop, toi je ne touche pas la menthe là parce qu'elle est très chaude. Si on met trop si on fait trop cuire, quand on va dans un caramel trop brun, ça va être amer et ça ne va pas être bon à la dégustation. Donc j'étale mes fruits secs. Alors, je ne cherche pas à les séparer les uns des autres, hein, juste à les mettre sur une fine couche pour qu'ils refroidissent. Voilà. C'est encore chaud, mais ça l'est. Voilà, et donc ça pour l'instant on le laisse de côté, on va le laisser refroidir et on reviendra dans un petit moment dessus pour le mixer. Alors, on va regarder notre génoise qui doit être cuite dans 30 secondes. Là, je vois, il reste 22 secondes. Ça tombe bien, on est synchro. Ah oui, on est dans les temps. Non, ça avance bien. Alors, hop. Donc, il reste 9 secondes. Donc là, on sera à 10 minutes de cuisson. À vérifier. Alors, je vais vous montrer comment vérifier si la génoise est cuite. Donc, normalement, je vérifie dans le four, mais là, je vais la sortir vraiment pour que vous puissiez vous rendre compte. Bon, déjà, à l'œil nu, je vois qu'elle est cuite, mais... donc, vous laissez votre plaque dans le four, normalement, à la maison. Et avec les doigts, vous vous appuyez très légèrement, comme ceci, juste pour voir la texture. Et, tu vois, les traces de doigts que je fais, elles ne restent pas. Ouais. Le biscuit ne reste pas enfoncé. C'est-à-dire que ça fait comme une éponge, ça revient en position initiale. Donc, ça veut dire que le biscuit est cuit. Donc, on est bien. Il est cuit parce qu'il est fin. On serait sur une génoise cuite en moule à manquer. Là, on serait sur une épaisseur de 4 cm à peu près. Donc là, il ne serait pas cuit. Ouais. Ça serait plutôt 20-25 minutes de cuisson. Je vais le démouler tout de suite. Déjà pour le retirer de la plaque qui est chaude pour stopper la cuisson. Et je vais le décoller de mon papier de cuisson. Voilà, tout doucement comme ça. Et là, je peux le laisser refroidir. Alors, dans l'idéal, à la maison, si vous pouvez le faire, si vous avez ce qu'il faut, vous prenez une petite grille et au lieu de le laisser directement au contact du pan de travail,
tu vois, toute la vapeur qui se développe. Ouais. Là, comme ça, il y a l'air qui circule dessous et ça refroidit beaucoup plus vite. Et il n'y a pas cette condensation. Alors maintenant, on va faire le croustillant praliné. Alors si le praliné est fait, vous l'utilisez. Notre praliné, c'est le praliné à l'ancienne. J'en ai fait en amont, bien sûr, pour l'avoir prêt, qu'il soit à température ambiante et non pas chaud. Et on va y rajouter donc du pailleté feuilletine, qui est ni plus ni moins que de la crêpe dentelle, appelée également gavotte. Donc c'est un petit biscuit qu'on sert généralement avec les glaces et les sorbets dans les restaurants ou enfin, qu'on mange comme ça avec les glaces et les sorbets. C'est un biscuit très fin, très friable, qui fait la longueur d'une cigarette, légèrement aplati. Oui, qui est enroulé un petit peu. Oui, qui est enroulé, qui est légèrement aplati et qui donne beaucoup de croustillant. Le fait de mettre ce biscuit dans le praliné, ça va nous permettre de garder le croustillant. Il n'y a pas de risque d'humidification du biscuit, qui est très sensible à l'humidité. Dans notre praliné, on n'a pas d'eau. Là, il y a l'eau du caramel, mais cette eau s'est évaporée, donc il n'y a plus d'eau. On n'a que de la matière grasse, qui est le fruit sec, et du sucre. Donc le côté croustillant va être conservé. C'est d'ailleurs le but, parce que c'est pour apporter du croustillant à l'entremets qu'on met cette préparation. Et selon les recettes, parfois on peut même incorporer un peu de chocolat si on veut. Alors là, en l'occurrence, c'est pas nécessaire, mais... là non. Là, on va rester sur un croustillant praliné qui va rester souple. Si on met du chocolat, ça va figer, cristalliser, ça va faire une couche épaisse et dure. Pas épaisse si on la met épaisse, mais une couche dure. Donc là, on va rester sur quelque chose de souple. Excusez-moi. À tes souhaits. Je vais vous dire la vérité, à chaque fois qu'on ouvre le four et qu'on le ferme, au bout d'un moment, ça me picote le nez, j'ai envie d'éternuer, donc excusez-moi. Donc on va mettre cette couche qui va rester souple, mais on aura le côté croustillant. Le fait de mélanger, en fait, on imperméabilise la gavotte, la crêpe dentelle, et ainsi elle est protégée. Alors du coup, si nos spectateurs en recherche, donc il y en a sur notre site qui est déjà émietté, sinon vous pouvez prendre celle qui est en supermarché, électragée aussi. Oui. Voilà. Donc c'est un mélange tout simple, il n'y a rien de compliqué. Mon biscuit, toi, en temps réel, hein, touche à peine tiède. Ouais. Donc on peut travailler dessus tout de suite. Ça ne va pas être gênant. Je reprends une petite spatule. Donc là, bien sûr, on a trop de biscuits pour notre recette. Donc je vais étaler mon croustillant praliné sur la moitié environ. L'autre moitié, vous pourrez la conserver, la congeler et vous en servir pour une autre recette. Et ça s'étale donc très facilement. On va faire une fine couche. Donc c'est pas parce que j'ai un biscuit frais dessous que je peux appuyer pour bien étaler mon praliné. C'est pas pour autant que mon biscuit s'abîme. Hein. J'appuie fort. Bien fort, j'appuie pour que ça s'étale. Donc on compte à peu près la moitié de... Oui, la moitié. Il faut qu'on sorte 6 petits cœurs comme on a fait pour l'insert. Donc ça ne sert à rien que j'étale sur plus. On est sur 3-4 mm d'épaisseur de croustillant. Alors pour ceux qui aiment le praliné, cette recette, elle est faite pour vous et pour votre Valentine ou Valentin. Et donc ça va venir du coup se figer au fur et à mesure, c'est ça que ça refroidira? Non, ça ne fige pas parce qu'il n'y a pas de chocolat. D'accord, ok. Ça reste souple. Alors il y a deux possibilités. Soit comme je le montre dans la recette illustrée, vous le mettez au congélateur pour le faire figer. Mais on peut le faire aussi en direct, c'est ce que je vais faire là ce soir, aujourd'hui. Je vais reprendre mon découpoir cœur. Alors, je le rince rapidement. Et je vais les découper tout de suite. Et ça va pouvoir être découpé parfaitement bien. Et après, tu vas les mettre au congélateur pour pouvoir les utiliser congelés pour le montage.
Donc je prends toujours le côté le plus petit, ça ne change pas, et je viens découper comme ceci. Et du coup, on ne va pas le retirer, alors on le Si, laisse. on peut le retirer, regarde, je peux le retirer. Ça craint rien. Non, non, Ok. il n'y a rien qui coule, tu vois, c'est propre, c'est net. Le premier n'est pas retiré parce qu'en fait il est retombé au moment de le lever, mais vous coupez, vous secouez un petit peu pour bien le décoller des bords. Et voilà. Voilà, on a fait donc nos 6. On va les mettre sur une petite plaque, un petit papier. Et le 6e. Voilà. Et ça, tu vas me le mettre au congélateur. Comme ça, on les aura prêts pour tout à l'heure. Voilà, étape suivante, on va revenir donc sur le praliné à l'ancienne. Donc ici, nos fruits secs et notre caramel ont totalement durci. C'est encore un peu tiède, mais ça, c'est pas gênant. L'important, c'est que le caramel se soit totalement solidifié. Et je vais casser donc tout ça en petits morceaux, comme ceci. Et on va prendre un mixeur. Donc vous voyez, j'ai vraiment un mixeur de qualité ménagère, fait ce qu'on a à la maison. Hein. On n'est pas sur du robot professionnel. Et on met tout à l'intérieur. Et ensuite, on va mixer. On va mixer longuement. Donc les différentes étapes, d'abord ça va être poudreux. Puis après, à force de mixer, la préparation va s'échauffer d'elle-même. Et ça va nous permettre d'extraire en fait la matière grasse du fruit sec, des fruits secs, des amandes et des noisettes. Et la matière grasse, c'est une huile, hein, c'est de l'huile qu'il y a dans le fruit. Et cette huile va se mélanger à tout ce qui est poudreux. Et progressivement, ça va nous faire une pâte. Plus on va mixer, plus cette pâte sera souple. Parce que plus on mixe, plus on extrait l'huile en fait. Juste pouvoir fermer le... Voilà. Donc je vous parlais d'un état poudreux, vous voyez, en quelques secondes, on y est. Là, on est sur de la poudre. On poursuit. Est-ce qu'on pourrait utiliser la poudre, par exemple, pour planer un biscuit qu'on a fait tremper dans du chocolat? Et ça dépend ce que tu veux faire derrière, parce que ça reste du sucre. Oui, pour une préparation. Donc fragile à l'humidité. Ouais. Donc selon ce que tu as derrière la tête pour faire ta recette, ça va se fréter ou non. D'accord. Si tu le laisses longtemps au frigo, par exemple, ça ne va pas supporter. Parce que c'est du sucre. Le sucre, avec l'humidité ambiante du frigo, au bout de certains temps, ils font. Donc, à voir. Voilà, donc au bout d'un moment, ça a tendance à vraiment coller sur les bords. En fait, ça fait un gros trou au milieu. Donc, avec une petite spatule, on vient décoller assez régulièrement. Ah, la petite vapeur qui s'échappe là, c'est pas le robot. Hein, non. Je dis parce que ça peut faire un peu peur. Je ne sais pas si on le voit vraiment à la caméra, mais en effet, il y a une petite fumée qui s'échappe du mélange. Et en fait, c'est normal. C'est le fait de mixer qui provoque cette fumée. Donc, au début, c'est un petit peu contraignant parce que ça a tendance à bien se ramasser à chaque fois sur les
sur les bords, donc il faut s'arrêter souvent et décoller souvent. On va décoller bien jusqu'au fond pour être sûr que le mélange va bien se faire. Et vous allez voir, dans moins de 5 minutes, on aura notre praliné prêt. On peut secouer un peu comme ça aussi, ça évite que ça adhère trop vite sur les parois. Voilà. Ça commence à devenir pâteux. Donc je vous montre à nouveau. Alors c'est encore bien, c'est entre le pâteux et le poudreux. On poursuit. On voit vraiment sur le fond. Ouais. Le côté pâteux vient par le fond, et progressivement ça monte. Donc là, nous c'est une quantité très petite. On a 200 g de fruits secs et du sucre. C'est sûr que si on faisait 1 kg de praliné d'un coup, ça serait déjà un robot plus puissant et ça serait plus long. Là, si on prend 5 minutes, avec une quantité plus grande, on va être une demi-heure facile. Voilà, on arrive sur quelque chose de pâteux, qui est encore un petit peu ferme. Donc on va continuer à mixer. J'en profite pour ramasser tout ce qui est collé sur le couvercle. Et donc là, la préparation est tiède, c'est pas non plus... voilà, pas... Oui, mais c'est trop chaud pour pouvoir l'utiliser en direct dans la recette. Surtout pour la finition. C'est pour ça que je dis qu'il faut le faire à l'avance. On va contrôler la température. On va être sur du 50 degrés, voilà, 49,4. L'autre jour, j'en ai fait 1 kg. Ce qu'on a prélevé tout à l'heure pour faire le croustillant. J'étais monté à pas loin de 80. C'est la masse la plus importante, c'est quand ça chauffe plus. Et ça tourne plus longtemps. Voilà. Voilà, donc on peut mixer plus ou moins longtemps. Ça, c'est vous qui déciderez selon la texture que vous voulez obtenir. Le côté lisse va être très très compliqué à obtenir à la maison. Peut-être au Thermomix, il faudrait essayer, qui est très, très puissant. Il y avait donc sur le live de mercredi, du coup, certaines personnes qui disaient qu'avec le Thermomix, ça marchait plutôt pas mal. Ouais. Et que le robot ne chauffait pas. Moi, je vais tenter aussi avec mon Magimix, on ne sait jamais. À voir ce que ça peut donner aussi. Voilà, et donc on obtient notre praliné à l'ancienne qui sera utilisable pour la recette. Pour le croustillant, donc praliné, et pour la finition qu'on mettra sur l'entremets une fois démoulé. Donc là, on attend, si vous venez de le faire, on attend qu'il refroidisse. Oui. Hein. Le mieux, c'est de le faire la veille, comme ça, pas de souci. Très bien. On va poursuivre avec la mousse au chocolat blanc. Un chocolat blanc Opalis, c'est le chocolat que j'ai choisi pour la recette. Mais vous pouvez prendre le chocolat de votre choix. C'est-à-dire, il y a le zéphyr, il y a le blanc satin, le satin de chez Cacao Barry, zéphyr, donc celui-ci.
Donc de votre choix, mais un cacao, enfin un Oui, chocolat blanc de chocolat qualité. de quand qualité. même, voilà. Dans le chocolat, je vais le faire fondre tout d'abord au micro-ondes pour amorcer la fonte. Et on va faire en parallèle, pour faire cette mousse, une base de crème anglaise. Donc pour la crème anglaise, il nous faut du lait. Attends, j'ai un petit peu de caramel qui est collé. Un petit reste de nougatine. Voilà. Donc pour faire notre mousse, il nous faut du lait qu'on va mettre à chauffer, de la vanille. Dans la vanille, c'est la fameuse fève Tadoka. Donc je mets une demi-fève que j'ai ici, que vous pouvez retrouver sur la boutique. Et on rappelle que la fève Tadoka, ce n'est pas de la fève Tonka, hein, c'est pas du tout la même chose, hein, parce que c'était une des questions qui était revenue. Voilà. On a eu ça une mercredi. même consonance, mais c'est pas du tout le même produit. Là, on est sur du beurre de cacao et de la vanille, la fève Tadoka. Donc c'est vraiment un produit qui s'utilise seul. Voilà. Le beurre de cacao, c'est le support en fait pour conserver la vanille et faire créer la fève. Et ensuite, à l'intérieur, il n'y a que du grain la graine de vanille. Et donc à la chaleur, cette fève, elle fond. Voilà, on va faire chauffer, si j'y arrive. Ah, merci. Voilà, on va faire chauffer notre lait tout doucement. On a besoin également donc de jaune d'œuf, de sucre et d'une masse de gélatine qu'on aura mis à hydrater à l'avance. Quand je dis à l'avance, c'est compter un petit quart d'heure au minimum, que la gélatine ait bien le temps de s'hydrater. Si vous mettez une gélatine qui n'est pas suffisamment hydratée dans une préparation, la gélification ne sera pas la même et vous risquez de retrouver du grain. Donc attention. Et le chocolat donc, que je fais fondre. Alors, on a un petit problème de... Voilà. Que je fais fondre au micro-ondes par étape de 20-30 secondes toujours. Je ne cherche pas à avoir une fonte totale du chocolat. La chaleur de ma crème anglaise que je vais réaliser maintenant terminera la fonte. Donc le chocolat, on le laisse de côté. On va prendre un petit bol. On va y mettre les jaunes d'œufs. Alors pour ceux qui rejoignent la recette en cours, donc on réalise aujourd'hui des mini-cœurs pralinés Jean Dujat pour la Saint-Valentin. Donc la recette illustrée est bien évidemment sur le site avec tous les ingrédients, les proportions, le matériel dont vous aurez besoin. Regardez, la vanille qui commence à fondre, à se disperser. Donc là, je rajoute le sucre. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on mélange tout de suite. On ne laisse pas le sucre en contact avec le jaune, surtout avec le jaune d'œuf pur. Mais une fois que le mélange est fait, après, on est tranquille. Donc, je vais blanchir les deux ingrédients. Vanille, Alors, ce que vous pouvez faire à la maison, si vous prenez le temps, c'est de faire chauffer votre lait, vous mettez de la vanille, et quand le lait est chaud, vous filmez la casserole et vous laissez infuser encore pendant une demi-heure. Et une demi-heure après, vous remettez à chauffer et vous faites votre crème anglaise. Il y aura eu cette infusion en plus qui va développer l'arôme. Un ingrédient qu'on n'a pas cité qui sera nécessaire, c'est de la crème liquide, mais qui, elle, est au frigo, qu'on verra tout à l'heure. Donc voilà, le lait entre à ébullition, la fève Tadoka est entièrement fondue. Donc toutes les particules noires, c'est la vanille. Ces particules noires vont avoir tendance à nous faire une préparation un petit peu brune, sombre, parce que ça noircit la préparation, mais ça ne joue ça n'influencera pas la couleur finale de notre mousse au final. Donc pas d'inquiétude si vous constatez ce petit phénomène à la maison. Donc j'ai versé mon lait sur les jaunes et le sucre. Je mélange bien. Je remets tout dans la casserole de chauffe du lait. Voilà. Je vais me remettre sur le feu. Donc sur un feu pas trop fort. Avec une spatule ou une maryse.
je viens mélanger sans arrêt jusqu'à ce que j'obtienne donc une cuisson à la nappe. Alors pourquoi à la nappe? Vous voyez la couleur, je vous disais, on a une couleur un peu foncée, mais ça, une fois que le mélange sera fait avec la crème fouettée, ça n'y paraîtra plus. On ne verra plus que les points noirs, ça c'est important de les voir, c'est gourmand. Pourquoi cuisson à la nappe? Parce que en fait on est en train de faire une cuisson à chaleur très douce. Là je suis à 4 sur une échelle de 12. Il vaut mieux aller lentement pour faire une coagulation partielle des œufs. La coagulation partielle des œufs, des jaunes d'œufs qui est dans la préparation, va se faire tout doucement et va venir en fait au bout du compte napper ma cuillère. C'est pour ça qu'on appelle ça à la nappe. Si vous faites cuire à une chaleur trop forte, vous allez faire des œufs brouillés avec des morceaux d'œufs, ça va pas être terrible. Donc allez-y tout doucement à la maison, à savoir que si vous le faites au thermomètre, il ne faut pas dépasser la température de 82 degrés, sachant que l'œuf coagule à 86, on s'arrête juste un petit peu avant, c'est pour ça qu'on s'arrête à 82. Si vous attendez d'être à 86, ça va être trop tard. Voilà, là je constate que ça cuit, que ça coagule assez rapidement, donc je vais sortir ma casserole du feu. Un autre indice qui dit que la crème est cuite, c'est qu'il n'y a plus du tout d'écume à la surface. Au début, il y a toujours une mousse, et cette écume, en cours de cuisson, elle disparaît. Si par cas vous faites tout de même des petits morceaux d'œuf coagulés, c'est pas très grave. On va pouvoir passer par la suite un mixeur plongeant dans la préparation qui va nous permettre de bien incorporer et la gélatine, de bien incorporer et le chocolat et de bien incorporer, de bien broyer les petits morceaux d'œuf qu'on aurait pu laisser par mégarde. Provoquer. Ouais. Donc dans ma crème anglaise qui est chaude, j'y rajoute ma masse de gélatine. Ne l'oubliez pas, cette masse de gélatine, sinon vous aurez des surprises à la décongélation. Et si vous l'oubliez, vous ne vous en rendrez compte qu'à la décongélation qu'il y a un souci, parce que ça ne va pas changer la texture de la préparation. Je mélange bien pour bien la faire dissoudre dans la crème chaude. Et ensuite, je vais venir donc verser tout ça sur mon chocolat, qui lui, s'il n'est pas entièrement fondu, va terminer de fondre avec la chaleur de la crème. Voilà, là je viens bien ramasser tout. Est-ce qu'on doit se presser du coup à cette étape pour pas que la gélatine fige, ou est-ce que la température du chocolat... Elle de figer, c'est chaud. Ouais. La gélatine, elle fige pas là, il faut que ce soit beaucoup plus fort quand même. Non, là il n'y a pas de risque. Voilà, je mélange bien. Voilà, et pour terminer, donc mon mélange, être sûr d'avoir quelque chose de parfaitement lisse. Un petit coup de mixeur plongeant, on appelle ça aussi une girafe en cuisine. Bon, généralement, la girafe, elle est plutôt longue comme ça, pour faire dans des grands pots. Là, on est sur un mixeur plongeant. Voilà, et je mixe bien. Donc là, tu vois, si on avait du chocolat qui n'était pas fondu, il est fondu. De la vanille, encore un petit tamas de vanille dans un coin qui n'était pas bien dispersé, c'est dispersé. La gélatine, elle est bien répartie. Et s'il y en avait de l'œuf coagulé, il est broyé. Donc, on a quelque chose de parfaitement lisse. Tu vas aller me chercher la crème qui est dans le frigo, s'il te plaît. On va laisser ça refroidir légèrement dans un coin du plan de travail. Et on va monter notre crème liquide en crème fouettée. Et le mélange de la crème fouettée avec ce mélange au chocolat blanc et à la vanille Tadoka nous donnera notre mousse au chocolat blanc. Merci. Comme toujours, je dégrafe mon fouet et je mélange.
Donc là, vous êtes à une pièce où il y a Oui, presque je 4 suis aux 3/4. Oui. Pendant que le mélange se fait, je vais, quand on me fouette, je mélange là juste pour refroidir, accélérer le refroidissement. Et du coup, est-ce qu'on a besoin de venir monter la crème préserrée? Non, on va rester toujours sur une crème souple. Plus ça va, plus je fais des crèmes souples. Dans toutes les préparations, que ce soit un bavarois, que ce soit une mousse, que ce soit un mélange qui nécessite d'avoir une crème fouettée, je reste sur une préparation souple. Comme ça, quand je fais le moulage dans un moule silicone par exemple, c'est pas ça qui est. Enfin, je vais avoir quelque chose de parfait qui va bien venir épouser le fond du moule, sans bulle d'air. Et c'est pas parce que le mélange est souple que la préparation, une fois figée, ne tiendra pas. D'accord. On peut avoir cette idée en se disant c'est hyper liquide, qu'est-ce que je vais obtenir au démoulage? Non, non, la gélification va se faire normalement et on aura quelque chose qui se tiendra parfaitement bien. Mais l'avantage qu'il y a en faisant une crème fouettée souple, c'est d'avoir quelque chose qui va venir bien épouser l'intérieur du moule. Alors surtout si c'est un moule avec des creux et des bosses, il faut que ça rentre dedans, c'est pratique. Donc là, on a un moule qui est relativement simple avec le cœur, il n'y a que des surfaces lisses. Mais tu vas voir, je vais pouvoir me le verser dans le moule quand je vais faire le montage. Et ça va venir glisser sur les parois tout seul. Et au démoulage, on n'aura pas de traces, ça sera nickel. Donc voilà, mon mélange, voilà, il est à 35 degrés. Ça va, il n'est pas trop chaud. Si à la maison, vous avez du mal à le faire refroidir parce que vous faites une quantité plus importante ou il fait chaud dans votre pièce, vous le mettez dans une plaque, sur une fine épaisseur, un bac, et il va refroidir en 5 minutes, c'est froid. C'est froid, pas gélifié, mais froid à température ambiante. Et on n'a plus qu'à tout ramasser dans le récipient et puis faire votre mélange. Donc on va venir rajouter notre crème fouettée. Là, je vais tout mettre également en une seule fois. Voilà, et je vais terminer dans mon mélange. Alors c'est soit à la maryse, soit au fouet. On peut le faire comme ceci. Ça ne pose pas de problème. L'important c'est d'avoir quelque chose de lisse. Et toi, c'est relativement liquide. Oui, hein, c'est ce que j'allais vous dire. mais en le versant dans le moule, ça va bien épouser toutes les formes. Et après, on aura quelque chose de parfait une fois dégelé, une fois démoulé et dégelé. Voilà. Voilà, on peut laisser de côté en attente jusqu'au moment du montage. Bon, on y arrive de toute façon. Pas trop longtemps non plus, parce qu'on a mis une masse froide dans une préparation avec de la gélatine. Il ne faudrait pas que ça gélifie dans le récipient. Ça ne sera pas de suite, mais ça peut, si on attendait une demi-heure, ça va commencer à gélifier rapidement. Voilà, on se retrouve dans quelques instants pour le montage. Nous poursuivons avec le montage de nos petits cœurs. Donc ici, j'ai sorti dans les inserts, le biscuit avec le croustillant praliné. Et nous avons toujours notre mousse, donc chocolat blanc, qui est ici. Je viens garnir l'intérieur des cavités jusqu'à la moitié environ. Tu vois, je le verse, c'est liquide, hein, c'est même pas crémeux. Ouais, donc ça va vraiment épouser les bords du Là, je n'ai pas à faire remonter la préparation sur les bords et tout. Je suis sûr que j'ai pas de bulle d'air. Alors là, on remplit à peu près jusqu'à mi-hauteur, c'est ça? C'est ça. Et tu vois la coloration de la mousse. On voit les points noirs de vanille. On disait que le Fève d'Oka avait tendance à noircir un peu les préparations, mais on a perdu ce côté sombre. On a juste retrouvé une couleur normale du chocolat blanc, et on a les petits points qui font plus gourmand qu'autre chose, quoi. Oui. Donc, on vient mettre maintenant l'insert dans la mousse au chocolat blanc. Ah, on a besoin d'appuyer un petit peu ou c'est Non, pas la peine? regarde, comme c'est souple, il s'enfonce de lui-même. De toute façon, il vient se poser au fond, hein.
Ça, il n'y a pas de doute. Mais ce n'est pas gênant parce qu'au démoulage, après, on va mettre, il y a la cavité au-dessus du petit cœur. Et cette cavité, on va la remplir. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Je l'enfonce, oui, toi, pour que ça recouvre un petit peu. Si nécessaire, je viens en remettre un tout petit peu dessus. Enfin, c'est nécessaire hein, parce que sinon, je remplis aux 3/4 là. Je ne remplis pas à ras-bord, il y a encore le biscuit à mettre. Dans l'idéal, il faudrait qu'on puisse remplir la cavité sans que ça déborde partout. Donc si je mets trop de mousse au chocolat blanc, ben, en appuyant avec le biscuit, ça va déborder. Ouais, ça va sortir. Alors c'est marrant parce qu'on voit que la crème a déjà commencé à se gélifier un petit peu autour. Et oui, parce que j'ai mis l'insert qui est gelé, donc le froid fait que la première préparation au chocolat blanc que j'ai mis dans le fond du cœur, mais elle est au contact direct de ce froid, donc ça a tendance à prendre rapidement. Et ensuite, ici, on vient déposer donc la génoise avec le croustillant. Côté croustillant dessous, bien sûr. Voilà, on enfonce légèrement pour que la préparation au chocolat blanc remonte un peu sur les bords, mais sans pour autant déborder et en mettre partout. Là, et comme ça. Voilà. Donc, mais on n'a plus qu'à filmer donc le tout, à savoir que cet entremets pourrait être réalisé dès ce week-end par exemple, même si c'est pour le manger dans 10-15 jours, et on le conserve au congélateur tel qu'il est. Voilà, je te le confie, et tu le mets au congélateur s'il te plaît. Voilà, on se retrouve dans quelques instants donc, pour le démoulage et la finition. Voilà, on procède au démoulage maintenant. On était chercher les entremets qui sont parfaitement congelés. On dégèle, on démoule tant que c'est congelé. Sinon, on aura des soucis de démoulage. J'ai pris une plaque à pâtisserie que je recouvre de papier film. Ça, c'est pour le flocage. Je la protège parce que ça a tendance un petit peu à être très vaporeux, donc de salir assez rapidement le plan de travail. Et on va retirer dans un premier temps le papier film. Et on vient donc décoller la bordure avec l'ongle. Et ensuite, une fois que c'est décollé dans un petit coin, on extrait donc l'entremet comme ceci. Et on vient le poser sur la plaque. Vous avez vu ma plaque ici, là, sur le côté, je l'ai positionnée sur un plateau tournant qui va me faciliter en fait le travail de flocage. Donc c'est bien pratique pour tourner et tout en pulvérisant. Alors on rappelle que du coup on vient sortir du congélateur vraiment au moment oui. où on va le floquer. Hein. Au dernier moment, oui. Parce que sinon, si ça commence à dégeler dans le moule, ben, ça va coller. Une partie va rester collée au fond du moule. Le dessus de l'entremet ne sera pas totalement lisse. Parce que là, il se démoule parfaitement bien. Et puis là, on voit vraiment que du coup, il y a la petite cavité oui. qui est apparente. Et voilà. Voilà, je me repositionne. Donc, j'ai mis des papiers sur le plan de travail pour protéger de la pulvérisation. Alors, on va utiliser le spray velours neutre que vous avez ici. Par neutre, il faut comprendre blanc. Il suffit de secouer. Vous entendez la petite bille qui claque à l'intérieur. Il faut le secouer assez longuement pour bien mélanger la préparation qui est dedans et avoir une diffusion uniforme. On avait eu également la question pendant le live, donc certains n'arrivent pas à trouver les sprays velours dans leur pays, donc selon le pays, on fait des expéditions à l'étranger, vous les trouverez dans plusieurs couleurs, jaune, vert, brun, caramel, blanc, rouge, donc n'hésitez pas à en prendre sur notre boutique. Voilà, une fois qu'il est bien secoué, alors c'est un spray qui est prêt à l'emploi, pas besoin de le réchauffer au bain-marie comme certains. On le pulvérise à 20-30 cm de distance
Et bien sûr, mon plateau tournant là m'est très utile parce que je tourne comme ceci. Comme ça, je vais sur tous les côtés sans devoir moi tourner autour de ma plaque. C'est la plaque qui tourne sur elle-même. Il faut juste la positionner bien au centre sur le plateau tournant, sinon on peut avoir des problèmes. Donc là, c'est une vaporisation légère, hein. Vous ne vous attardez pas Oui. non plus trop sur... Mais il faut faire sur tous les côtés. Je ne m'attarde pas trop sur le dessus, ce qui va être caché. Je m'attarde plus sur les bords. Voilà, et en fait, on obtient un effet velours, comme un petit duvet en surface. Et pour que ce duvet se forme, il est important de pulvériser sur l'entremets totalement congelé. Si l'entremets n'est pas assez froid, mais la réaction ne se fera pas. Et donc c'est vrai que du coup on voit l'importance d'avoir la mousse au chocolat blanc qui était très fluide, parce que du coup vraiment on n'a aucun défaut au démoulage. Oui. La forme a vraiment été épousée. Et tu vois, on voyait les points de vanille. Là, on les devine, mais ils sont quand même bien couverts à 90%. Voilà. Donc ça, c'était pour le côté flocage. Donc maintenant, on va terminer notre dressage. On a asphyxié Clément avec les vapeurs du spray. Il est juste en PLS, vous inquiétez pas. D'ici mercredi prochain, il sera en forme. Non, mais on va le soigner, on va le guérir avec un peu de petit cœur et ça ira mieux. Donc, j'ai pris mon praliné réalisé au préalable, qui est refroidi. Je le rappelle, c'est important. Bon, on va mettre, si on met du praliné chaud sur l'entremets, il ne va pas apprécier. Là, on va mettre, bien sûr, prendre une poche pâtissière pour faire un travail soigneux. Et je vais prendre également une petite pique en bois qui va me permettre de peaufiner, en fait, le dressage. Alors, chef Yves, du coup, on va venir verser le praliné dès qu'on aura floqué ou juste avant de servir l'entremets? Dès qu'on a floqué. Le flocage, il s'est figé instantanément par le froid, donc il ne bougera plus. Et le praliné, ben, s'il est froid, on le met de suite. S'il est encore chaud, parce qu'on l'a fait récemment, on le met plus tard. Donc je vais faire un petit nœud à ma poche. Ça, c'est le côté pratique d'avoir quelque chose de bien fermé. Voilà. Et ça me permet d'enlever cette partie de poche qui est inutile. Voilà. Et je vais faire donc un petit trou au bout de ma poche. Alors, pas trop petit ni trop gros. Plus le trou est petit, plus je peux... comment dire, je peux contrôler le débit de la préparation qui est dedans. Ça, c'est que ce soit du praliné ou autre chose, hein. Ça pourrait être une ganache. Si je fais un trou trop gros, ben, ça va couler beaucoup trop vite. Comme c'est imprégné à l'ancienne, il y a du grain dedans. Je risque, si je fais un trou trop petit, je risque d'avoir du mal à faire passer à certains moments la préparation. Donc je fais un trou qui fait un demi-centimètre environ. Et je viens donc déposer mon praliné dans la cavité sur le dessus, comme ceci. Attends, hop. Du côté. On va faire comme ceci. Voilà. Voilà, je remplis la cavité et je vais venir donc terminer tranquillement avec
mon petit pic, ma petite pique en bois. Ici, il n'y en a pas assez. Là, ça va être un travail un peu plus de précision où j'amène vraiment le praliné jusqu'à la bordure. Je vais bien épouser les formes, bien les rondeurs, que ce soit joli. Oui, et puis on a vraiment la différence de texture entre le velours, pardon, je vais y arriver, le velours de l'entremets et du coup le brillant du praliné. Oui. Donc on a le mat brillant, c'est très joli. En plus d'être très gourmand. Et ce praliné va rester souple à l'état pâteux. Donc en bouche, ça va fondre. C'est pas quelque chose qui va se solidifier. Alors comme vous le savez, nos collègues goûtent toutes les recettes qu'on vous présente en live et c'est vrai que cet entremets a fait vraiment l'unanimité oui. De par sa gourmandise, donc à tester impérativement. Là. Allez, on arrive presque au bout. Voilà. Donc ça, vous prenez le temps de le faire. Vous prenez 10 minutes devant vous. Pas au moment d'amener les desserts à table, hein. Vous le faites à l'avance. Ça va très bien se conserver au frigo. Que ce soit à fleur de la bordure, que ce soit joliment fait. Alors combien de temps il faut compter entre ce moment de la recette et le moment où on peut servir l'entremet? Alors l'entremet est encore congelé. On est sur un entremet de petite taille, donc qui va dégeler assez rapidement. Dans 2 heures, il est dégelé. Si vraiment on s'y prend tard, on peut le laisser hors du frigo. Et dès qu'il est dégelé, on le remet au frigo, même s'il reste que 10 minutes avant de le manger, pour reprendre un petit coup de froid. Sinon, il faut compter 2-3 heures. Très bien. Voilà, et on termine en venant déposer sur le dessus un petit peu de paillettes d'or, comme ceci. Tu vas aller me chercher un plat de service, s'il te plaît, Nina. Oui. Le support, le pied doré. Non, en verre. Voilà. Bon, bien sûr, la paillette d'or, c'est facultatif. Hein. Si vous n'avez pas ce produit à la maison, vous pouvez vous en passer. Ça amène un côté un petit peu festif. Hein. Et on rappelle que c'est de l'or comestible, donc alimentaire. Hein. Ouais, mais en dehors de ça, c'est du vrai or. Le vrai or reste comestible. C'est sûr que tu ne vas pas manger ton alliance en or, mais c'est du vrai or. Ce n'est pas un or spécial qui a été préparé, conçu. Voilà, on n'a plus qu'à faire notre petit dressage donc, sur le plat de service. Alors, ceux-ci sont congelés. J'en ai derrière, là, qui sont prêts. On va en faire un avec le praliné. Juste pour faire la découpe, en fait, voir ce qui se passe dedans. Et voilà, ça c'est pour
l'entremets fini. Donc ça, vous le laissez dans le frigo dégelé. Ici, j'ai la même chose. Alors, je vais juste en terminer un, vraiment pour voir l'intérieur. Alors, ceux-ci, ils ont dégelé sans le praliné. Tu vois, tu as le choix. Soit tu les fais dégeler sans le praliné. Ils sont floqués, mais sans le praliné. Et tu mets le praliné après coup. Voilà, on fait pareil. Donc, on dépose notre praliné dans la cavité sur le dessus. Voilà, pour que ce soit joli. On vient y mettre de la feuille d'or. Voilà. Donc on a notre petit cœur qui est dressé, prêt à être dégusté. Et hop, voilà l'intérieur de notre entremets. Voilà, si vous aussi vous avez envie de réaliser donc ces mini cœurs pralinés géants du Jard de la Saint-Valentin pour votre Valentin ou votre Valentine, eh bien n'hésitez pas, cette recette est accessible à tous. Vous le faites étaler sur 2 jours. Vous le gardez au congélateur jusqu'au dernier jour pour la finition. Très bien. Merci Nina pour cette recette. Merci Chafi. De m'avoir accompagné. Avec plaisir. On se retrouve mercredi 7 février, Oui. donc dans quelques jours, pour un second entremets de la Saint-Valentin, qui cette fois sera à base de framboise, donc plus fruits rouges. Oui. Ça sera un entremets à partager par contre, ça sera un cœur un peu plus gros. Mais ça c'est pour mercredi soir, donc 7 février, sur le même réseau et à la même heure, 18h45. Passez une bonne journée, un bon week-end et à mercredi. Au revoir. Au revoir.